Alors, je vais vous donner la parole à notre comédien passe-partout, notre auteur préféré, François Lavely, que je vous ai présenté ce matin, et ensuite je vais vous présenter Antoine Boulin, juste après. Anthony, pardon. Anthony. François, c'est toi. Bon, ben, c'est simple, je trouve pas bien, on va dire que c'est un peu barré. C'est pas grave, de toute façon, je suis déjà dans un monde un peu barré, donc tant qu'il y a de l'air. Alors, donc, avant toute chose, je tiens à vous dire que donc, je vais vous présenter un texte qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls. Si ça peut évoquer l'histoire d'extraterrestres, c'est le cas. D'ailleurs, en fait, j'en suis un. C'est mon entourage qui m'a dit ça, apparemment je suis un extraterrestre. Mais je préfère parler de dimension parallèle. Une dimension où une forme de système d'échange, un tel conflit entre nous et nos besoins n'ont simplement jamais été pensés. Parce qu'en fait, tout le monde est prêt à partir de nos pensées. Mais bon, restons dans cette dimension pour l'instant. Alors j'aurais besoin de votre aide pour commencer. J'aurais besoin de quelques exemples. Si dans la salle il y en a certains qui aiment la science-fiction, je sais pas, des films, des bouquins, n'importe quoi, n'hésitez pas à prendre la parole et voilà, ouais. Alors certains d'entre vous connaissent certainement l'échelle de Kardashev, qui est de l'astronome du même nom. Alors c'est une échelle qui classe les civilisations de l'univers en fonction de leur consommation d'énergie et est utilisée comme base par les chercheurs du programme CETI, par exemple, des écrivains de science-fiction ou voire même des futurologues. Donc devant la mondialisation actuelle, on peut aisément penser que nous nous dirigeons tout droit vers une civilisation de type 1, qu'on appelle une civilisation planétaire, donc une civilisation capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine. En termes de type 1, qui connaît à peu près, je ne sais pas, un film, un bouquin, n'importe quoi, qui représenterait un type 1? Asimov, les cavernes d'acier. Les cavernes d'acier, c'est quoi un peu l'histoire? Le principe, c'est en gros l'humanité, Asimov, c'est dans la suite du cycle de l'eau, et ça raconte finalement comment. Il est éteint, oui. Vous entendez? Non, oui, c'est bon. Donc les cavernes racontent finalement comment l'humanité, après avoir réussi à maîtriser ses robots et maîtriser son industrialisation, a petit à petit finalement travaillé à abaisser toute la planète et à en tirer les ressources par plus loin possible. Le problème, le livre va un peu plus loin que ça, qui passe peut-être vers la version de la civilisation type 2, c'est qu'on se retrouve dans la situation où la Terre finalement est engagée dans un conflit avec ses propres coloniaux, se sont rebellés contre elle. Donc pour répondre à la question, c'est un outil qui traite du sujet. On est déjà à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir réussi à conquérir finalement la planète, c'est réussir à mettre à disposition toutes les ressources de celle-ci, on se retrouve que les problématiques de l'humanité et de ces conflits internes avec elle-même perdurent dans le temps, vu que les humains s'éloignent, ils s'approprient finalement la mémoire de vivre ailleurs et ils essaient de l'imposer aux autres. Ensuite, on a le type 2 qui est une civilisation stellaire, une civilisation capable d'utiliser toute l'énergie disponible donc, de son étoile. Pour nous, ça serait le Soleil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le film ou la série Star Trek. Vous savez que dans Star Trek, le système monétaire a été aboli au XXIe siècle, dans le monde de Star Trek. Donc, il a été aboli au XXIe siècle. Bon, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais apparemment, ce seraient des extraterrestres qui leur auraient imposé donc une économie basée sur les ressources, qui est quand même... ça m'a fait un peu rire. Donc vous avez ensuite le type 4, civilisation super-galactique, type 5, civilisation de l'univers visible, type 6, civilisation des multivers, capable de manipuler et altérer les lois de la physique, type 7, civilisation de Dieu. Alors donc, d'après la plupart des chercheurs, le plus grand danger d'une espèce intelligente, donc à cette échelle d'évolution, est la transition entre la civilisation de type 0 et type 1. Et vous savez quoi? Nous sommes en plein dedans. Alors je ne sais pas vraiment où nous allons, mais je pense que si nos sociétés ne deviennent pas plus tolérantes et tolérables, si on ne se libère pas de
quelques mauvaises passions du passé, l'avenir ne sera pas au beau fixe, parce que pour la première fois de son histoire connue, l'humanité a les moyens techniques de commettre un suicide planétaire. Et d'ailleurs, pour quelle raison principale en serions-nous capables? Pour quelle passion? L'amour ou la peur? Mais bon, là n'est pas la question. En fait, je suis ici pour présenter des exemples de groupes de recherche, sérieux ou pas, travaillant sur une transition qui pourrait nous éviter le pire, en y incluant quelques pessimistes se préparant à la catastrophe. D'ailleurs, ils sont tellement nombreux que si vous avez des exemples de groupes connus ou peu, je veux dire, n'hésitez pas à en parler. Pas de politique. Attention. Pardon. Alors donc si on reprend le contexte de la crise de 29, on peut remarquer qu'à cette époque, deux courants de pensée proposaient des solutions. Il y avait les mouvements anti-fascistes et les mouvements anti-technocratiques. Les premiers prêchaient une société mondialiste gérée par les corporations et industries, alors que les seconds étaient pour une société gérée par les scientifiques et ingénieurs, dans un début d'économie basée sur les ressources. Autant vous dire, vous le savez, les derniers n'ont pas été écoutés et leurs idées étaient prises pour du communisme, une idéologie qui n'a d'ailleurs jamais abandonné le système monétaire et encore moins parlé d'automatisation, de l'industrie du moins, ou de l'utopie carrément. Il faut dire qu'avec des noms d'organisations telles que Utopian Society, qui comprenaient plus de 500 000 membres en 1934, c'est pas forcément étonnant. Alors personnellement, un événement ma vie m'a poussé à penser que l'argent et toute autre forme d'échange, comme j'aime à dire, le lien entre nous et nos besoins, sont au centre de nos problèmes et ce à travers l'histoire. Mais pas seulement. La musique, les livres, Internet et autres médias y sont pour beaucoup. Si ces outils d'apprentissage émotionnel peuvent influencer nos pauvres cerveaux vers de mauvaises pensées, ils peuvent aussi faire le contraire, programme limité soit-il. Les livres sont depuis bien longtemps un moyen de faire passer les idées, donc voici quelques influences. Buckminster Fuller, Richard Buckminster Fuller. Architecte, designer, inventeur, futuriste, il a passé une grande partie de sa vie à imaginer et concevoir un modèle de société plus apte à l'humanité, pour ce qu'il appelait le vaisseau spatial Terre. Viré 2 fois de Harvard, considéré comme inadapté et anticonformiste, il entreprend avec son beau-père la Stockade Building System. Cette entreprise visait à produire des logements peu coûteux, aux matériaux légers, imperméables et résistants au feu. Malheureusement, ce fut un échec commercial et la faillite entraîna sa famille vers la pauvreté. Peu de temps après, en 1922, la jeune fille Fuller décéda des complications de la polio et d'une méningite cérébro-spinale. Se sentant responsable de sa mort, en désarroi total, il décida finalement de se lancer dans une expérience afin de trouver ce qu'un individu seul pouvait faire pour contribuer à changer le monde et bénéficier à l'humanité tout entière. Fuller est connu pour ces termes comme éphéméralisation synergétique ou des conceptions architecturales telles que le dôme géodésique, aujourd'hui la biosphère de Montréal. Il a publié plus d'une trentaine de livres, participé à des milliers de conférences, mis au point de nombreuses inventions. Ses travaux influenceront beaucoup de ses contemporains, dont Jacques Fresco. Donc j'en parle. Jacques Fresco, quant à lui, est un ingénieur social, industriel, inventeur, enfin ingénieur social et industriel, inventeur, dessinateur, futuriste. Il est le créateur du projet Vénus, lancé dans les années 70 avec sa partenaire Roxanne Meadows. 2 ans après la publication du rapport Meadows, enfin ça n'a rien à voir avec Roxanne, ça m'a traversé un peu l'esprit. Et même année que Stratégie pour demain, donc en 1974, publié par le Club de Rome, j'y reviendrai plus tard, qui montre son concept de cyber-ingénierie sociale au grand public via une émission télé. Durant sa carrière, Fresco a été consultant dans l'aviation, l'aérospatiale, cinéma, directeur de labo de recherche scientifique de Los Angeles, US Air Force, etc. Puis il a travaillé sur des projets allant de l'élaboration d'instruments divers, des appareils à rayons X, systèmes anti-gigot électrostatiques, maisons en aluminium préfabriquées, etc. Je pense qu'il va y avoir plus de 1000 brevets en son nom ou d'autres. Bref, c'est quelqu'un. Jacques Fresco doit bien avoir 97 ans et continue à prêcher ce qu'il appelle l'économie basée sur les ressources. Alors en ce moment, il a un petit problème de santé. Il a
97 ans, c'est quand même quelque chose, donc je suis le meilleur. Donc le club de Rome. Ce club de réflexion doit son nom à l'endroit de sa première réunion, à Rome, en 1968. Il a été créé par Aurelio Peccei, un membre du conseil d'administration de Fiat, et Alexander King, un scientifique, ancien directeur scientifique donc, de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Ce think tank s'est fait connaître mondialement en 1972 par le fameux rapport The Limits to Growth, les limites de la croissance, également appelé rapport Wheeler. Il est composé de scientifiques, économistes, fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés par le mur dans lequel nous nous dirigeons. Les notions de développement durable et d'empreinte écologique font du Club de Rome un précurseur. D'ailleurs, en 1933, un petit frère est né, le Club de Budapest. Peccei et Erwin Laszlo, un philosophe des sciences, théoricien des systèmes et théoricien du tout, en sont à l'origine. Donc, le Club de Rome vient actuellement de publier 2052. Plutôt alarmiste, il lance une campagne « Aidez-nous à changer le cours de l'histoire ». Ouvert à pas mal de solutions d'alternatives, ils sont à l'écoute. Vous trouverez, je vais mettre une centaine de références sur les sites de la Désergence, et donc il y aura tous les sites internet, etc., qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Alors surtout ne pas confondre avec le club Bilderberg et de nombreux autres think tanks. Donc ce club est également nommé ainsi donc Bilderberg par rapport à une première rencontre qui était dans un hôtel du même nom en Hollande. Mais en 1954, moi je les considère plutôt comme le quota suivant de l'élite. Beaucoup d'hégénistes, chacun ses idées, mais bon. Je vais passer ensuite à un personnage, on passe à autre chose. C'est un personnage qui s'appelle John Zerzan. Alors John Zerzan, c'est un philosophe du primitivisme, donc un anti-civilisation. En se basant notamment sur les travaux de Theodor Adorno, qui était un sociologue du primitivisme, il prêche sur un retour au paléolithique. Pour lui, la civilisation est le résultat d'un processus d'aliénation. Certains médias et politiques l'ont accusé d'être le concepteur de la stratégie de destruction de la propriété, et comme l'instigateur du mouvement assez connu Black Bloc. Chose qui dément. Quelqu'un connaît le mouvement Black Bloc? Black Bloc. C'est possible que tu en parles. Tu peux en parler un peu, vite fait? Bon, en gros, c'est pas la peine. En gros, ce sont les mouvements qui s'incrustent dans les manifestations et qui cassent tout. Donc les McDonald's, les Starbucks Coffee, dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un peu partout dans le monde. Ils adorent les détruire, les champs de GM, etc. On peut aussi considérer ces champs comme des Black Blocs. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 80. Donc sinon, Zerzan, il faut savoir qu'il a un train de vie très très modeste. Avant de vendre ses bouquins, il vendait son sang pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, il ne garde que le strict nécessaire et donne ce qu'il appelle le surplus. Je vous conseille d'ailleurs un documentaire sur sa personne qui s'appelle Surplus, la consommation par la terreur. Très bien, qui est passé, qui a été diffusé sur Arte. Ensuite, on passe à un autre personnage un petit peu du même type, mais qui est un petit peu plus connu. Donc, il s'appelle Chuck Palahniuk. Donc, philosophe du mouvement minimaliste, postmoderniste, Chuck Palahniuk est surtout connu pour son roman Fight Club, qui marquera pas mal d'esprits. Ce roman, qui deviendra un film, est une critique de la société de consommation, de la mondialisation, des contradictions sexuelles, idéologiques et physiques. Bon, je vous en sors un résumé pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un jeune homme solitaire d'une trentaine d'années qui cherche à s'échapper de son existence banale avec l'aide d'un intrigant vendeur de savon. Ils réussissent à sortir de cette monotonie grâce à des fight clubs clandestins où les hommes peuvent être ce que la société leur interdit d'être. Leur combat et petites démonstrations dans la rue mènent rapidement à une spirale incontrôlable et dangereuse pour aboutir à la chute du système monétaire qu'ils fomentent. Je vous donne un exemple de son livre, un petit passage. C'est le projet chaos qui va sauver le monde, un âge glaciaire culturel, un âge des ténèbres prématurément induit,
Le projet chaos a forcé l'humanité à se mettre en sommeil ou en rémission suffisamment longtemps pour que la Terre récupère de ses maux. C'était là le but du projet chaos, a dit Tyler, la destruction totale et immédiate de la civilisation. Les Anonymous reprendront le nom d'un des personnages principaux de Fight Club, le projet Tyler, une alternative à Wikileaks. Internet, que l'on peut considérer comme un début d'outil de communication d'une civilisation de type 1, fait extrêmement peur aux industries. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc voici quelques groupes travaillant sur le concept de la désergence, ou du moins une transition, via ce réseau de communication. Alors, je suis tombé récemment, c'est un documentaire qui est sorti le 11 novembre, 11-11-2011. Bon. C'est un mouvement qui s'appelle Tribe, qui a été créé par Foster Gamble, qui est un héritier d'un fabricant de savon, devenu l'un des fondateurs de la multinationale Procter & Gamble. Procter & Gamble, c'est quoi? C'est Tampax, c'est Pampers, c'est Gillette, et une quantité hallucinante de produits courants. Et, je dirais que peut-être 40% de ce qu'il y a dans les supermarchés, c'est Procter & Gamble. Donc Tribe est un documentaire avec une vision globale qui relie beaucoup de sujets, incluant la spiritualité, la science, le pouvoir mondial et quelques alternatives. Donc il est question du Thor, modèle énergétique universel, de la fleur de vie, symbole millénaire, des crop circles et des extraterrestres, de l'énergie libre de Tesla, du lobby pétrolier, de la médecine industrielle, du contrôle du monde par un pouvoir oligarchique, de la création monétaire, de la crise financière, du pouvoir pyramidal qui régit notre société, de la suppression des libertés, de la surveillance électronique et des projets de puçage de la population, mais aussi des espoirs de changement, des solutions, de nos moyens et atouts pour changer le monde, en démontrant qu'un autre monde est possible. Si vous aimez le conspirationnisme, je vous conseille. Surtout pour un film qui a été produit par un homme qui porte le nom d'une entreprise ayant le marché des puces électroniques, des dites puces électroniques pour le puçage. Donc c'est un film qu'on peut visionner gratuitement sur Internet. Un groupe assez barré aussi qui s'appelle les Bostoniens. Alors c'est un groupe qui a été créé par Bernard Pullman, donc à ne pas confondre, surtout à ne pas confondre avec le physicien français Bernard Pullman. Donc, bien qu'il y ait quelques similitudes sur certains travaux, mais bon, pas vraiment au même niveau. Donc Bernard Pullman, qui est propriétaire terrien d'Afrique du Sud, prêche pour un système démocratique mondial où chacun aurait la même somme d'argent, et avec remise des compteurs à zéro pour éviter des idées déjurables. Équal monnaie ou la monnaie égale. Voilà comment ils appellent leur mouvement. Alors si les membres de ce groupe, de plus en plus nombreux, souvent très jeunes, travaillent plus ou moins sur une transition qui pourrait nous mener vers ce qu'on peut appeler la désergence, c'est en fouillant que j'y ai lu et vu des choses plutôt étranges. Pour commencer, j'ai remarqué que la plupart des membres se rasaient les cheveux, en singe de l'espace. Moi, ça m'a fait penser au singe de l'espace parce que c'est une expression qui est utilisée dans Fight Club, où ils se rasent tous les cheveux. Et le personnage qui est Tyler les appelle les singes de l'espace. Ça m'a fait penser tout de suite à ça. Donc il a emprunté des noms de célébrités décédées. Donc ensuite, des choses sur des portes spatio-temporelles, interdimensionnelles, des histoires de vampires, de démons sont évoquées. Bon bref, je suis assez ouvert d'esprit, mais j'aimerais bien qu'on m'explique le concept. Je suis un peu... En fait, j'ai pas compris grand-chose. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le projet Vénus et le mouvement Zeitgeist. On peut peut-être mettre ensemble, même si le projet Vénus a été fait avant. Et j'aimerais bien laisser la parole à Jean-Michel Vincent, qui connaît très très bien le mouvement Zeitgeist, puisqu'il était coordinateur de la région Languedoc-Roussillon. Et qui connaît très bien l'histoire entre le projet Vénus et le mouvement Zeitgeist. Bonjour à tous. Je vais quand même me présenter avant pour savoir qui je suis. Je m'appelle Jean-Michel Vincent. Je suis entrepreneur, donc je suis bien intégré dans le système. Mais il y a toujours cette sensation qu'il y a quelque chose de pas normal. Et le hasard a fait que dans mes recherches qui sont
multiples, je suis tombé sur certains films et qui m'ont dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, pour revenir à l'enchaînement que vient de faire François, c'est-à-dire Projet Vénus et Zeitgeist, donc on va parler d'abord de Peter Joseph. Donc Peter Joseph qui est au départ il est un peu multiple aussi, puisqu'il est musicien, donc il a beaucoup travaillé aussi dans le spectacle. Et dans les banques aussi, il a travaillé dans les banques, il a fait plein de métiers. Et à un moment donné, il a eu des réflexions personnelles, il a fait un spectacle qu'il a appelé Zeitgeist. Et tout le monde lui réclamait un DVD de ce spectacle. Et ce qui fait qu'il a fait un premier film. Voilà. Il a fait un premier film. Et là, il a fait un petit, je dirais, melting pot des raisons du pourquoi ça ne fonctionne pas sur cette planète. Donc on trouve un gros mix, parfois très maladroit, entre religion, pouvoir financier et tout ça. Voilà. Et puis un jour, il rencontre Jacques Fresco, que François vient de présenter, qui est le projet Vénus. Et là, il y a toute une structuration de ces idées qui apparaissent, puisque apparaissent à ce moment-là l'économie basée sur les ressources. Et cette fois-ci, sa pensée qui était un petit peu pétaradante et pas hyper structurée, se structure par l'intermédiaire de la personnalité de Jacques Fresco, et il fait un film qui s'appelle Zeitgeist Addendum, qui vient amener cette fois-ci le sujet sur les raisons du pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire le système financier et monétaire, avec documents à l'appui, puisque Jacques Fresco a amené à Peter Joseph ce que l'on appelle la méthode scientifique. C'est-à-dire que tout ce que tu dois dire doit être vérifiable et vérifié. Ce film, donc, balaye un petit peu l'aspect des causes, et ensuite laisse la part ouverte au projet Vénus, le projet Vénus, où là c'est carrément une conception globale de la mise en application de l'économie basée sur les ressources, avec l'urbanisation, comment créer des villes sous le modèle d'une cellule, par exemple, une cellule humaine, de façon à raccourcir tous les circuits, qu'ils soient énergétiques, de production, d'alimentation, de transport. C'est une vision relativement futuriste. Hélas, Jacques Fresco, comme il a dit, donc 97 ans, c'est un designer, c'est un concepteur. Hélas, il manque cette partie, je dirais, oui, mais comment? C'est un petit peu ça. Donc il y a ce film Zeitgeist Addendum en 2008, et il se trouve qu'à la fin de ce film, je dirais de manière un peu par jeu, c'est ce que dit Peter Joseph, il ne s'attendait pas à avoir les résultats. Il dit rejoignez le mouvement, éteignez vos télévisions, commencez à consommer local, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il avait raison, et rejoignez le mouvement. Et là, il y a quelque chose qui le dépasse, c'est que le mouvement démarre. Les gens s'approprient le film, puisque l'ensemble de ces films, c'est quand même les documentaires internet non commerciaux les plus visualisés sur le web. Donc, ça a été le démarrage du mouvement en 2008. Alors ça, c'est la précision aussi que j'amène, c'est-à-dire que le mouvement ne s'appuie pas du tout sur le premier film, où on parle un peu de tout, de religion, de 11 septembre, et tout le merdier. C'est ce qui fait que des fois, il y a des grosses confusions qui sont faites sur le moment Zeitgeist. Suite à Addendum, est arrivé cette fois-ci un film qui s'appelle Moving Forward, aller de l'avant, donc qui est sorti en 2011. 2008, c'est Addendum, c'est la création du mouvement. 2011 arrive Moving Forward, aller de l'avant. Cette fois-ci, on n'est plus sur les causes, mais comment faire pour changer. Avec toujours, donc, bien sûr, des débats sur la nature humaine, des débats sur l'économie, et donc, bien sûr, l'économie basée sur les ressources et des solutions qui peuvent être apportées par le projet Vénus. Et il se trouve que fin 2011, alors à ce moment-là, le mouvement Zeitgeist devient le porte-parole de l'économie basée sur les ressources et du projet Vénus. Mais surtout qu'il y a eu, à un moment donné, une mésentente. Donc il y a eu scission entre le mouvement Zeitgeist et le projet Vénus parce qu'il y a eu appel à des dons. Jacques Fresco a demandé à Peter Joseph de faire un appel à des dons. Ce qui a été entièrement refusé parce que justement, si on parle d'économie basée sur les ressources, il n'est pas question d'utiliser l'argent. Donc il y a eu scission, et si vous voulez, maintenant le mouvement Zeitgeist
Donc aujourd'hui, qu'on soit bien clair, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ni quoi que ce soit, qu'on soit bien clair, chacun est totalement libre. En fait, je vais vous donner mon sentiment personnel, donc ça ne regarde que moi. Mon sentiment personnel, c'est que le mouvement Zeitgeist promeut l'énergie, donc l'économie basée sur les ressources, qui est une vision, c'est actuellement la seule vision futuriste pour permettre justement de transiter et faire des petits pas. C'est-à-dire de prévoir la transition. Et donc c'est un peu la discussion qui est faite aujourd'hui, déjà tout ce qui a été débattu ce matin, qui nous permet d'aller dans ce sens. Donc l'organisation du mouvement, c'est des branches nationales, des branches régionales, des branches locales. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de don, pas de cotisation, pas de financement. C'est-à-dire que c'est un partage de ressources humaines et matérielles. On essaie de se débrouiller pour faire des flyers, on essaie de se débrouiller pour faire des vidéos, etc. Donc tout est gratuit. Et parfois, en local, on fait simplement un appel à des dons du cœur pour pouvoir refaire des DVD que l'on peut donner gratuitement. Voilà. Je te remercie beaucoup. Alors, je terminerai par un petit groupe qui s'est créé récemment, qui s'appelle la Charte du Monde Libre, que je vous invite à signer sur Internet. Alors, c'est une charte internationale qui circule sur le net, récoltant des centaines de milliers de signatures. Donc, voici pour l'enjeu. En cette année 2013, nos libertés individuelles, l'environnement et la biodiversité ont été gravement mises en péril par votre mauvaise gestion des ressources mondiales. Cette charte propose 10 principes fondamentaux sur lesquels fonder une toute nouvelle société mondiale reposant sur l'équité, le bon sens et la survie. S'ils sont respectés, ces principes réaliseront dans une juste mesure l'égalité entre les hommes, réduiront la souffrance et l'injustice, créeront une société collaborative, encourageant le progrès de la technologie, tout en garantissant un monde sain, diversifié et durable pour l'ensemble des espèces. Si vous êtes d'accord, enregistrez votre soutien en devenant signataire et en partageant ce site internet et ses idéaux, blablabla. Bref, pareil, je mettrai tous ces sites internet, je les mettrai sur les sites de la Désargence. Donc il y en a énormément, c'est simple, des sites, des groupes, je dirais qu'il va y en avoir des centaines, des milliers. Et donc je mettrai tout ça donc, par la suite sur les sites. Alors sinon, le concept de la gratuité s'étend peu à peu, et ce au niveau mondial. Donc on va développer des graphicaria, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont des marchés où tout est gratuit. Plutôt que de faire de la brocante, qui vendre 2-3 babioles alors que vous allez transporter 36 meubles, là vous vous débarrassez de votre grenier, tout simplement. Donc ce sont des dons. Donc marché où tout est gratuit. Donc il y a des potagers en libre service, et plein de choses qui sont faites dans le bon sens. Ce qui me rend un petit peu optimiste quant à l'avenir. Alors sinon, donc, au final, parviendrons-nous vers une civilisation de type 1 via un âge d'or, un retour en arrière via un monde post-apocalyptique, possible, un âge de ténèbres technologiques, où on sera tous pucés comme des marionnettes, du transhumanisme. Il faut savoir par exemple qu'en transhumaniste, il y a quelques scientifiques, des généticiens qui ont pensé par rapport au réchauffement climatique, donc ils se sont dit pourquoi pas nous injecter un produit qui nous, pas sur la première génération, mais qui en 2 générations nous rapetisserait à peu près 60 cm. Il faut savoir qu'il y a des gens qui en pensent, ces gens-là, qui vont avec les élites, ils en parlent. Et ça fait peur qu'il y en ait qui en parlent, et qui pensent, surtout quand ils ont, quand ce sont ceux qui possèdent les clés. Ça fait super flipper. Voilà pourquoi on ne va pas se laisser faire non plus. Enfin bref, tout est possible. Alors merci François. Juste pour bien comprendre ce que tu as fait, une petite question. Toutes les personnes que tu as citées, tu les classes dans la galaxie des anti-monétaristes. D'accord, on vient de comprendre. Okay. J'ai juste une petite remarque à faire sur Jacques Fresco. J'ai vu sur YouTube donc, gratuitement une vidéo d'une conférence qu'il a donnée. Et ce qui me pose un peu de problème dans ce qu'il a dit, qui est au choix des questions qui a été posées ce matin dans le public,
c'est qu'il met beaucoup l'accent sur la solution technologique pour résoudre les problèmes écologiques, climatiques, sociaux, etc. Et que ça avait un peu posé problème. Donc, je ne pense pas que la technologie va sauver le monde, et en tout cas, ce n'est pas la seule solution. Et j'ai trouvé que son discours était vraiment très axé technologique. Effectivement, ça coûte cher la technologie, ça consomme énormément de ressources naturelles non renouvelables et qui va payer. Dans quel but tu veux peut-être réagir? En fait, le problème avec la technologie, c'est qu'à l'heure actuelle, on vit dans une ère de consumérisme. Et la consommation, en fait, nécessite ce qu'on peut appeler une obsolescence programmée. C'est pas vraiment de la technologie. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'un produit dure 5 ans. C'est-à-dire qu'on est capable de créer une machine à laver qui va durer un siècle. C'est pas un souci. Mais le problème, c'est que si on crée une machine à laver qui dure un siècle, les gens vont acheter une fois. Et ensuite, ils n'en consommeront plus puisqu'ils l'ont déjà. Donc, on ne pourra plus le produire. Si on ne peut plus le produire, donc les gens perdent leurs emplois. C'est comme ça. Donc les gens perdent leurs emplois. Donc en fait, on se retrouve dans un circuit vicieux, très vicieux, extrêmement vicieux. Donc en gros, on est obligé de consommer nos ressources pour faire fonctionner la société. Merci François, je ne suis pas du tout technophobe, mais en tout cas, c'est des questions, des rapports entre l'écologie, les ressources et la technologie qui mériteraient une journée de conférence en soi, donc je vais clore la parenthèse.